Pour évoquer la question de l'immigration pyrénéenne aux Amériques, nous vous proposons dans un premier temps d'aborder le phénomène migratoire plus spécifiquement dans les Basses-Pyrénées, à savoir étudier ces flux migratoires, mais surtout les raisons qui ont présidé à ces départs, le profil de ces immigrants, tout comme les modalités de traversée et les premiers pas en Amérique. Ensuite, nous aborderons à plusieurs voies le parcours, le destin individuel d'émigrés béarnais, comme vous pouvez le constater, puisque nous parlerons de la fratrie Junca de Rebenaca-Cuba, de Charles Bié, qui émigre, un Ossalois, qui émigre en Argentine, et enfin de Pierre Mont, un Barretouné, qui émigre à San Francisco. L'immigration du sud-ouest pyrénéen s'inscrit dans un grand mouvement européen de peuplement du continent américain au XIXe siècle essentiellement et au début du XXe. La population s'accroît énormément en Europe entre 1800 et 1900. En 1914, on compte 400 millions d'habitants. Et de ce fait, 60 millions d'Européens vont émigrer au cours du XIXe siècle. Ces flux migratoires vont se diriger essentiellement vers le continent américain, comme le montre cette carte. Alors évidemment, ils sont facilités par la révolution des transports. Nous retrouvons 43 millions d'Européens en Amérique du Nord et 34 pour les seuls États-Unis, 10 millions en Amérique du Sud, dont 5 millions en Argentine. Pour autant, dans cet élan, la participation de la France reste quand même très modeste par rapport à ses voisins, les pays voisins, puisqu'on estime qu'environ 1 250 000 Français ont émigré à cette époque-là, sans compter évidemment les départs vers les colonies. Cette géographie de l'émigration ne va pas se traduire de façon uniforme sur le territoire français. Elle va être le propre de certaines régions. Alors, plus le département est grisé, plus il est foncé, hein, plus le département est pourvoyeur d'émigration. Certaines régions côtières, ce qui peut s'expliquer avec la présence des ports. Certaines régions également, on va dire, frontalières, souvent montagneuses, mais il est un département qui se détache nettement, c'est le département 64, le département des Basses-Pyrénées. Tout au moins au XIXe siècle et dans la deuxième partie de ce XIXe siècle. Un rapport officiel a recensé pour les années 1882, 83, 84, et on est là vraiment dans le pic de l'émigration. Un rapport officiel a recensé que les Basses-Pyrénées ont délivré 2200 passeports, ce qui est un chiffre record par rapport à tous les autres départements qui, pour la plupart, enregistrent moins de 500 et même un petit peu encore moins de 500 délivrances de passeports. Les Basses-Pyrénées, effectivement, entre 1830 et 1930, vont enregistrer beaucoup de départs. On estime qu'ils sont de l'ordre de 125 000. Le Pays basque étant encore plus pourvoyeur que le Béarn. Évidemment, vous le remarquez, ces départements qui sont concernés par l'immigration sont souvent, sont souvent des départements frontaliers, montagneux. Et si on s'intéresse de plus près à la position géographique des Basses-Pyrénées, eh bien, rien d'étonnant. D'ailleurs, l'auteur de ce rapport qui recense les passeports s'étonne du nombre important
d'émigrer, surtout dans les Basses-Pyrénées. Alors, dans une moindre mesure, le phénomène est également présent dans les Hautes-Pyrénées, hein, puisque à la même période, au cours du 19e siècle, les Pyrénées enregistrent quand même 25 000 départs, les Hautes-Pyrénées, pardon. Ils s'étonnent parce que c'est ni le département le plus peuplé, ni le plus pauvre. Et ils dénoncent les agents d'émigration, leur propagande, et la contagion de l'exemple, parce que, et je le cite, il précise que, excusez-moi, les montagnards des deux versants des Pyrénées étaient très recherchés par les États de l'Amérique du Sud. Alors, contrairement à d'autres régions françaises, penserez aux Bretons qui émigrent au Canada, ou encore, vous savez, les Barcelonettes qui s'engouffrent au Mexique, ou encore les Aveyronnais du Rouergue qui vont fonder la colonie de Pigoué en Argentine, eh bien, l'émigration pyrénéenne, et des Basses-Pyrénées en particulier, va plutôt être étalée dans le temps. Elle n'a pas véritablement de chef de file et va être aussi dispersée sur l'ensemble du continent américain. Étalée dans le temps, rien d'étonnant dans le fond, puisque il existe depuis le Moyen-Âge, dans les Basses-Pyrénées et même dans les Hautes-Pyrénées, une tradition d'émigration vers l'Espagne. Vous connaissez tous, vous avez tous des exemples, les artisans, les petits commerçants, mais aussi les laboureurs vont louer leurs bras en Aragon et bien au-delà. Puis on a l'exemple des hongreurs, n'est-ce pas, cette fameuse épopée des hongreurs qui sillonnent la péninsule ibérique et qui arrivent jusqu'au Portugal. Je signale d'ailleurs que dans la revue numéro 20, partir numéro 20, il y a un excellent article d'un hongreur natif d'Augeux qui s'installe à la fin du 19e siècle dans la province de Tolède. Donc, à cette émigration traditionnelle vers l'Espagne, on va pouvoir trouver une seconde vague, si j'ose dire, mais je voudrais quand même préciser que beaucoup de Pyrénéens ont des négoces en Espagne, dans les grandes villes espagnoles, mais aussi dans les ports, et sont ancrés plus précisément à Cadix, hein, dans ces comptoirs qui regardent le Nouveau Monde et qui surtout commercent avec le Nouveau Monde. Donc en fait, j'ai envie de dire que l'Espagne n'est qu'un jalon sur cette route américaine. Au XVIIIe siècle, une deuxième vague, donc finalement, de ces émigrés qui vont sauter l'Atlantique, intervient. Alors là, on a affaire à une émigration plus sélective, c'est-à-dire qui émane de la bourgeoisie commerçante, qui est une émigration plutôt exploratoire et qui se dirige vers les Antilles. Cuba, Saint-Domingue, le Mexique également. Dans la revue Partir-1, il y a un très bel article sur deux Béarnais originaires de la région d'Oloron qui sont établis à Saint-Domingue, qui est une colonie française, et qui vont vivre la tourmente, se retrouver dans la tourmente de la révolte des esclaves. En tout cas, ils sont les pionniers d'un courant nouveau qui intervient, c'est la troisième vague d'émigration pyrénéenne, au 19e et au début du 20e, facilité, comme je vous l'ai dit, par la révolution des transports. On a affaire à une immigration massive, populaire, des petits commerçants, des paysans, mais aussi des artisans, beaucoup de domestiques également, moins lestés aussi par le poids de l'attachement à la terre. Une immigration multidirectionnelle qui s'exprime d'abord vers l'Amérique du Sud, vers les pays de la Plata, l'Uruguay, puis l'Argentine, et vers la fin du XIXe siècle, vers l'Amérique du Nord, le Canada et les États-Unis en particulier. Qui sont ces immigrants ? Il a été possible de dresser un profil des immigrants à partir des études qui portent sur des listes, comme vous le voyez indiqué sur le diaporama, des listes de départ d'émigrés de l'agent d'émigration Jean Vignier de Tardès. Donc, cette étude porte sur 948 noms. Et on s'est intéressé aux tranches d'âge, on s'est intéressé aussi à la répartition par sexe et au type de départ. Et si
vous pouvez constater que c'est la tranche de 16-19 ans qui est la plus nombreuse à partir, et c'est sans surprise évidemment, suivie quand même par les 20-24 ans. Donc on a affaire à des individus jeunes. Des individus, on va le voir ici, qui sont essentiellement des hommes, en tout cas pour une moitié, mais on est déjà à la fin du 19e siècle. L'immigration est à son apogée et on voit bien que la part des femmes progresse énormément et par conséquent aussi celle des enfants. Pourquoi? Parce que tout simplement, on le voit là aussi, la part des familles augmente également dans ces départs. Pourquoi partir? Vous le savez tous, c'est d'abord pour des raisons économiques, l'exiguïté des exploitations agricoles, bien sûr, on est dans un monde rural, le droit d'aînesse qui est conservé malgré le code napoléonien. Mais pour autant, on a coutume de dire que c'est l'émigration des cadets. Alors oui, bien sûr, forcément, parce que c'est l'aîné qui hérite. Mais cette immigration n'est pas l'apanage des cadets, et on le verra dans les exemples qu'on va traiter, les aînés aussi partent. Et ce n'est pas non plus une immigration de la misère, parce que vous allez le voir aussi, il faut quand même pouvoir assumer le coût de la traversée. Il y a aussi des motivations personnelles, bien sûr, qui président à ces départs, hein, la quête d'une vie meilleure, le désir de faire fortune ou de jouer aux Américains qui rentrent au pays, au village et qui vivent de leur rente, bien sûr. Le désir aussi peut-être d'échapper au poids social du pays ou à la tutelle familiale. L'autre raison qui est souvent avancée, c'est pour échapper au service militaire. Alors effectivement, au XIXe siècle, le tableau le montre, il est long et éprouvant. Vous voyez qu'entre 1818 et on va dire 1872, eh bien, la durée varie entre 5, 6, 7 ou 8 ans. Et on applique le principe du tirage au sort. C'est-à-dire que comme on ne peut pas recruter sous les drapeaux tous les hommes d'une même classe, eh bien on tire au sort. Alors vous avez compris, quand on tire le bon numéro, on ne fait pas le service, mais si on tire le mauvais, on est parti pour une certaine durée. Les jeunes gens, enfin les plus fortunés, peuvent acheter un remplaçant. Mais le remplaçant, le prix de remplacement est vraiment très onéreux. À partir de 1872, le remplacement est supprimé et on va tirer au sort la durée. Donc, 1 an ou 5 ans. Puis, jusqu'en 1905, eh bien, c'est 1 an ou 3 ans. Il faut attendre 1905 donc, pour que le service devienne vraiment universel. Et la durée est portée à 2 ans et ainsi de suite. Alors, il est clair qu'il y a effectivement, et là la lettre est très explicite, des jeunes gens qui, dès l'âge de 18-19 ans, eh bien, pensent à émigrer tout simplement pour échapper au service militaire. Ici, Jean Casobic écrit à son fils, alors son fils aîné, il est à Buenos Aires, il est boulanger, et il précise bien, comme il le dit, « Je te dirai donc que ton frère, Julien, a l'intention de s'en aller en Amérique, il ne veut pas faire son service. » C'est très clair. Dans ce cas-là, le jeune garçon, donc à 20 ans, on est conscrit, hein, on est appelé pour devoir répondre de ses obligations militaires et faire le service. Le jeune conscrit devient un insoumis. C'est un délit passible de prison et c'est en quelque sorte le premier acte de délinquance militaire. Les familles qui comptent des insoumis et qui restent évidemment au pays se trouvent dans des situations très difficiles. Parce que l'insoumission jette le déshonneur, c'est la honte pour ces familles-là. Pour autant, il se révèle que l'insoumission découle le plus souvent tout simplement de l'émigration. Pourquoi? Parce qu'on a affaire à des individus qui partent jeunes, parfois enfants. On a vu que les 16-19 ans sont nombreux, mais... Et ces jeunes gens, quand ils sont appelés,
pour effectuer leur service militaire sont déjà coupés de leur pays natal et leur avenir se situe dans le pays où ils se trouvent, leur pays d'accueil. Et pour résumer un petit peu ce qu'ils peuvent effectivement penser quand ils reçoivent cet ordre de la conscription, tout simplement, eh bien, je vais juste citer un exemple qui se trouve dans une lettre donc d'un jeune homme d'Asson. Son père lui dit, lui écrit en lui disant qu'il faut rentrer. Il est à San Francisco, on est en 1895, et en fait, il n'a pas pris de décision. Il finit par en prendre une, et voilà ce qu'il écrit à son père. Après avoir réfléchi, je ne viendrai pas, car pour porter le sac pendant 3 ans et même un an, il ne faudrait pas que j'eusse mis les pieds en Amérique. On voit bien que là, dans ces cas-là, c'est bien l'émigration qui prime sur l'insoumission. Les politiques d'incitation aussi des pays d'accueil vont évidemment amener ces jeunes gens et ces jeunes femmes aussi à partir, à émigrer. L'Uruguay va, dès 1835, recruter des Pyrénéens parce que le gouvernement uruguayen considère que c'est une main-d'œuvre qualifiée, une main-d'œuvre solide, vaillante, qui a du savoir-faire et surtout qui parle espagnol. L'Argentine va également être le promoteur dès 1855 d'une politique, une véritable politique de colonisation. Et il ne sera pas rare, alors ici vous avez de voir de véritables encarts publicitaires, des affiches, pour inciter les prétendants à l'émigration à partir. Donc vous avez ce genre d'affiches qu'on trouvait à Pau, qui était placardée, celle-ci elle date à peu près de 1775, où on propose des tarifs réduits, et on demande toutes sortes de... comment dire, toutes sortes de personnes, à savoir des domestiques, mais aussi des ouvriers de chemin de fer, des laboureurs, des cuisiniers, des bonnes d'enfants, des femmes de chambre, etc. Cette publicité va effectivement aussi encourager les jeunes gens à partir. Autre élément qui peut inciter, c'est bien sûr les agents d'immigration. Alors ils sont très nombreux dans les Basses-Pyrénées. Vous les avez ici en rouge. Hein. Très nombreux aussi, en fait, au Pays Basque. On en connaît quelques-uns du Pays Basque. On a beaucoup moins d'informations sur des agents d'immigration béarnais. Alors, je vous ai cité tout à l'heure Jean Vignier, qui officie à Tardets. Mais on connaît aussi, et Liliane a parlé, l'agent d'immigration Laplace, qui a recensé sur de grands registres tous les départs entre 1879 et 1900. Laplace a une histoire un peu singulière. Il part jeune à Montevideo et en 1863, eh bien, il est rappelé pour faire le service militaire. Il ne revient pas. Il est insoumis. Puis il se ravise. Alors il a fait de bonnes affaires à Montevideo. Il a quelques immeubles, etc. Il se ravise, il rentre en 1868 et là, d'abord, il purge 6 mois de prison et il a les moyens d'acheter un remplaçant. Ensuite, il va se mettre en règle parce que cette profession est réglementée. Il va donc obtenir l'accréditation auprès du ministère de l'Agriculture et de l'Industrie, verser une caution qui est assez importante et donc vivre de ce commerce. C'est-à-dire qu'il va quadriller, lui, comme tous les autres, les foires, les marchés, il va visiter les hameaux les plus reculés pour trouver des candidats à l'immigration, à qui il va fournir un billet de traversée, aider l'intéressé à réaliser toutes les formalités nécessaires en termes de papier. Souvent, il escorte d'ailleurs les migrés, enfin souvent, non. De temps en temps, il escorte les migrés jusqu'au port d'embarquement. Alors, il faut bien vous remettre dans le contexte de l'époque. Beaucoup de ces jeunes gens n'ont jamais franchi les limites de leur canton. Laplace va donc travailler avec une entreprise qui est l'entreprise Colson de Bordeaux.
Mais auparavant, et je vous en ai déjà un petit peu parlé, ces agents d'immigration vont effectivement être dénigrés par les pouvoirs publics. Tout simplement parce que l'émigration va créer une véritable hémorragie dans les campagnes. Le préfet Auribeau, en 1867, parle d'une perte. Toutes les forces actives des campagnes, effectivement, ne sont plus, sont absentes. Et en plus, on perd les meilleurs laboureurs et on perd également les plus valeureux soldats. On s'est penché, Jean Mazounab s'est penché sur la classe, a beaucoup étudié la commune de Joliet-Bain et en particulier la classe 1888, c'est-à-dire les individus, les hommes nés en 68. Donc, à l'âge de 20 ans, on constate que 58%, c'est-à-dire 15 de ces Augelois, ont émigré. Et parmi ces 58%, ces 15 émigrés, on en a au moins en 88, on en a répertorié 6 déjà qui sont insoumis. Et pour les autres, on n'a pas toujours des renseignements. Donc les pouvoirs publics vont vraiment s'inquiéter de cette saignée. Et d'ailleurs, le géographe Élisée Reclus avait une formule qu'il a exprimée dans les années 1870. Il parlait de ces départs pour le Pays Basque en particulier, en disant que c'était un pays qui s'en va. Le journal de Saint-Palais, va... Alors, il faut que j'aille par là, voilà. Le journal de Saint-Palais va parler effectivement de cette émigration parce qu'il y a eu un rapport, une réunion diocésaine et dans un rapport va préciser de manière très particulière l'émigration met en péril le sentiment religieux, la conservation morale de nos compatriotes. Le premier remède à ce mal serait la suppression immédiate de toutes les agences d'immigration. Ces agents d'immigration ou ces agences sont en rapport avec des agences bordelaises en particulier et des compagnies maritimes. Quand on est pyrénéen et bas pyrénéen, on embarque généralement à Bordeaux. Mais il arrive que l'on embarque à Bayonne, alors ça dépend un petit peu des périodes. On peut aussi embarquer au Havre. Le Havre privilégie les destinations vers l'Amérique du Nord ou encore à Saint-Nazaire pour partir plutôt en Amérique centrale ou vers le Mexique. Il arrive aussi que ces agents, comme je vous l'ai dit, escortent les émigrés jusqu'au port. Quels sont les prix et les conditions de ces voyages? Alors, tout dépend évidemment, le prix, vous l'avez compris, va varier en fonction de la classe. Dans les années 1880, Vignier aussi le précise, mais vous l'avez marqué ici, pour aller dans les pays de la Plata, Vignier précise pour Buenos Aires, il faut compter en première classe 1000 francs, à peu près. Alors ça dépend des compagnies, évidemment. En deuxième classe, seconde classe, il faut compter 700 francs. Et en troisième classe, évidemment, c'est moins cher. C'est de l'ordre de 200, alors ça dépend un petit peu des compagnies, des moments aussi, de 200 à 250 francs. La troisième classe, c'est pour les émigrés, c'est l'entrepont. Le billet est plein tarif à partir de 12 ans et il permet le couchage et la nourriture. Alors, en troisième classe, on dort dans des dortoirs, donc ils endurent quand même la promiscuité des dortoirs. La nourriture se révèle dans beaucoup de témoignages peu appétissante. On ne parlera pas du mal de mer et de toutes ces choses-là, évidemment, qui viennent se greffer au voyage. En 1879, l'agent d'immigration Biot Laborde, qui est d'Eugène Cantor, va signer un contrat. Souvent, ça donne lieu à un acte notarié ou en tout cas un acte public. Il signe un contrat, un éleveur d'escottes dont le fils émigre. Il achemine donc ce jeune homme à Bordeaux qui reprendra le bateau jusqu'au Havre. Le Havre, il traversera l'Atlantique, arrivera à New York. Et à New York, est compris dans ce billet de traversée aussi, le billet de chemin de fer jusqu'à San Francisco. Le tout pour 500 francs. Vous vous rendez compte que c'est un coût pour les familles. Alors il arrive que les familles hypothèquent leurs biens ou que des emprunts aussi
sont faits tout simplement à charge après à l'émigré de rembourser dans les 6 mois qui suivent grâce au travail qu'il trouvera sur place. La traversée jusque dans les années 65-70 s'effectue sur un bateau à voile. C'est souvent périlleux, voire très dangereux. Évidemment, on est tributaire du vent, des tempêtes aussi, des avaries. Ici, vous avez l'itinéraire d'un jeune Aspois, donc de 18 ans, qui est appelé par son oncle, qui est installé à Victoria, dans l'île de Vancouver. Et son oncle lui conseille de faire le grand tour. Bon, de toute façon, Panama n'est pas encore ouvert. Il lui conseille de faire le grand tour, ce qu'il va faire sur un bateau à voile. Et il va donc il va arriver à San Francisco après 5 mois et 20 jours d'une heureuse traversée, parce qu'il n'a pas rencontré de trop grosses tempêtes et il n'y a pas eu d'avarie, malgré un passage du Cap Horn qui a été quand même un petit peu mouvementé, vous vous en doutez. Évidemment, pendant 8 jours, il explique quand même, les 8 premiers jours, il a eu le mal de mer. À partir de 1870, les conditions de voyage changent complètement, puisque apparaissent les vapeurs ou les steamers, bien sûr, des bateaux qui ont une très grande capacité. Vous avez ici la Savoie, donc un bateau qui est au port du Havre, qui mesure 177 mètres de long, qui est capable de transporter jusqu'à 1400 passagers et qui peut rallier New York, Le Havre en 6 jours, évidemment, quand il n'y a pas d'autre escale. Donc, la durée du voyage va être considérablement amoindrie, bien sûr, et surtout, les conditions aussi de sécurité vont être beaucoup plus, carrément optimales. Je rappelle qu'il y a eu quand même des naufrages, en particulier sur les 3 mâts, il y a eu souvent des naufrages. Il y a un naufrage qui est resté dans la mémoire des gens de Bayonne en particulier. C'est le naufrage en 1842 du Leopoldina Rossa qui est parti de Bayonne pour rejoindre Montevideo, qui va faire naufrage pas loin des côtes uruguayennes et on dénombrera plus de 220 victimes. L'ouverture du canal de Panama en 1914 va aussi considérablement réduire la durée de voyage et donc le parcours. Ici, un scripteur nous précise, il part le 12 juillet, on est en 1903, de La Rochelle, qui était aussi un port d'où on pouvait émigrer, et il arrive 1 mois plus tard à Coronel, dans le port de Coronel au Chili, qui se trouve à peu près par ici. Donc on ne met plus qu'1 mois pour traverser. Et pour rejoindre, on va dire, les pays de la Plata, on met une dizaine ou une quinzaine de jours, selon les escales, effectivement, qui sont envisagées par le capitaine du bateau. Et on arrive comme ça, l'émigré arrive donc en Amérique. Dans les pays où les autorités se sont préoccupées de l'accueil de ces émigrés, en particulier en Argentine, un grand bâtiment va être édifié pour accueillir ces émigrés. On appelle l'hôtel des émigrantes qui va être agrandi au fur et à mesure. Et pendant 4 jours, ils bénéficient du gîte et du couvert. Et là, des agences de placement argentines vont faire en sorte de leur trouver une affectation. Généralement, ils prennent le train et ils peuvent rejoindre une colonie agricole ou un autre centre où ils trouvent du travail. Aux États-Unis, les États-Unis ont organisé aussi l'émigration. À partir de 1892, la porte d'entrée des États-Unis, c'est ce bâtiment, Ellis Island, qui va accueillir de 1892 quasiment jusqu'en 1952 plus de 8 millions d'émigrants, l'année 1907 étant une année record avec 1 250 000. Là, ils sont donc enregistrés, ils subissent des contrôles médicaux, etc. Et ensuite, ils regagnent. Alors, soit ils vont retrouver, grâce à un réseau familial ou pas,
des compatriotes déjà installés, et ils sont nombreux, soit ils gagnent la Californie, et là, comme notre éleveur de Descott, eh bien, il lui faudra cheminer par chemin de fer, donc 7 jours et 7 nuits avant d'arriver à San Francisco. Une fois que l'émigré est arrivé, eh bien le seul lien qui va lui rester, qui va rester avec la famille, c'est bien sûr cette lettre, ces lettres. Et ces lettres qui mettent du temps quand même à arriver, alors un peu moins à la fin du 19e siècle, des lettres qui racontent souvent la réussite de ces émigrés et qui sont montrées, qui font le tour du village et qui constituent assurément la meilleure publicité pour les plus hésitants. Parce que bon, quoi qu'il en soit, le désir d'ascension sociale étant de toute façon le puissant mobile de cette émigration. Voilà, alors après cette partie un petit peu généraliste, pour mieux comprendre un petit peu le contexte dans lequel évoluent certains immigrés, je vais donc vous présenter, avant de laisser la parole à mes camarades, l'aventure cubaine des frères Junca. Les frères Junca sont natifs de Sévignac-Mayrac, en vallée d'Osso. Leur famille n'a pas fait de bonnes affaires. Ils sont fils de paysans, petite propriété, mais qui va se vendre aux enchères. Leur père meurt dans les années 1840, indigent. L'aîné, Jean-Baptiste, décide d'émigrer à 24 ans. Il part à Saragosse. On est en 1847. Et ses deux frères cadets, Jacques qui est forgeron et Jean qui est cordonnier, vont le suivre. Mais ils partent en 1849 directement à Cuba. Toujours est-il qu'en 1850, les trois frères se retrouvent à Cuba. On ne sait rien du périple de Jacques, mais par contre, on a quelques informations. On a fait ses recherches au sein de l'âme sur Jean-Baptiste l'aîné et Jean. En 1850, Cuba, c'est une colonie espagnole, ce dernier bastion d'ailleurs de la grandeur espagnole aux Amériques. C'est une colonie prospère, puisqu'elle est la première exportatrice de sucre, depuis que Saint-Domingue est devenue indépendante en 1804, après la révolution des esclaves, qui est devenue d'ailleurs Haïti. C'est une colonie très prospère, bien sûr, où il y a pas mal d'Aquitains. Jacques de Caunes précisait qu'au XVIIIe siècle, Saint-Domingue, Cuba, il recensait à peu près 1 millier d'Aquitains. Donc on en rencontre beaucoup, donc des planteurs, de riches propriétaires. Et évidemment, cette prospérité repose, et vous vous en doutez, sur la main-d'œuvre servile, puisque l'esclavage à Cuba ne... Ça marche ? Ça marche ? Oui. L'esclavage à Cuba ne sera aboli que dans les années 1886. C'est dans ce contexte, donc, que les frères Junca investissent Cuba. Certainement tuyauté par un réseau pyrénéen, puisqu'il y avait déjà des Pyrénéens, bien sûr, et des Béarnais installés sur l'île. L'aîné Jean-Baptiste devient gérant d'une plantation à Guantanamo, par ici, évidemment qui fonctionne avec des esclaves. Et ici, un papier montre bien qu'il est effectivement résident de cette province et qu'il peut y vivre tout à fait en bénéficiant de tous les droits. Enfin, les droits et en respectant les lois, évidemment. Mais en fait, la couronne espagnole va éditer un décret, si on peut dire, en 1817, qui va en quelque sorte... mettre en place une politique dite de blanchiment en favorisant l'installation d'Européens, de Blancs, pour contrebalancer également le taux important de population noire. Et puis on craint aussi la contagion, bien sûr, de la révolte des esclaves de Saint-Domingue.
Pendant ce temps, son frère Jean est maître bottier à Cienfuegos. Il était cordonnier de profession. Alors, il est installé ici, dans la baie de Cienfuegos, une ville qui a été créée par des colons français. Vous avez un article dans le Partir 20 qui raconte l'histoire d'un de ces colons d'origine oloronnaise et dont un descendant deviendra président de la République de Cuba. Jean fait de bonnes affaires. Au bout de 10 ans, il arrive à épargner suffisamment d'argent, semble-t-il, puisqu'il envisage d'acheter une propriété à Buzy, à côté donc de l'endroit où il est né, et il donne procuration à son ami, l'instituteur Raymond Bégari, qui lui va signer l'acte de vente. Donc la propriété est achetée le 14 juillet 1860 et s'y établissent la mère de Jean et la petite sœur. Jean devient un notable à Cienfuegos et il fait envoyer d'ailleurs son portrait, ça date de 1860, par bateau. Et le portrait va effectivement orner un des murs de la salle à manger du domaine qu'il a acheté, donc un domaine de 38 hectares avec une maison de maître. Mais malheureusement, il est décimé en 1862 d'une épidémie de variole. Et l'achat de cette propriété avait été payé pour une partie comptant, mais une autre partie avec un emprunt, et il ne peut plus, étant décédé forcément, honorer cet emprunt. C'est son frère qui est resté à Guantanamo et qui a une réussite moins éclatante, qui va finalement honorer l'emprunt et qui va rentrer en 1869-1870. Alors, il rentre peut-être parce qu'il a bien compris que la situation politique à Cuba est très critique et il sent bien l'émancipation à terme des esclaves et aussi l'indépendance de l'île. Il rentre en 1870 donc, sur sa propriété de Buzy, il se marie, il a 5 enfants et il meurt 8 ans plus tard, laissant 5 enfants en bas âge, une veuve de 30 ans, et dans la nostalgie quand même de son séjour à Cuba. Que dire sur cette émigration? D'une part, elle a été quand même lucrative en quelque sorte, puisqu'elle a permis à cette famille de retrouver son rang de propriétaire terrien. Elle a quand même bouleversé ce fratrie, puisqu'il y en a un d'entre eux qui a été fauché en pleine ascension sociale et qui, en même temps, repose en terre caribéenne. Mais aussi, finalement, Jean-Baptiste a bien assumé son rôle d'aîné. Il a assuré la survie de cette famille. Il est rentré. Et d'après les dires de sa descendance, alors qu'il s'est trouvé jeune, comme un émigré, j'ai envie de dire, volontaire, qui partait aux Antilles, eh bien, en fin de vie, il se retrouve comme un immigré contraint aux Pyrénées. Bien, merci Régine. Alors à présent, moi je vais vous parler d'un autre Béarnais, d'un Ossalois, qui s'appelle donc Charles Bier, qui naît à Louvijuson en 1855, en septembre 1855. Il n'a pas trop de chance, parce qu'il perd sa mère à 5 ans et il perd son père à 10 ans. Le voilà orphelin, fils unique. Comme ça se passe souvent à cette époque-là, il est placé comme domestique dans une famille. Domestique, c'est-à-dire qu'il œuvre à toutes les tâches qu'on lui confie, il garde souvent les vaches. Malgré tout, il reçoit une certaine ou quelques brides d'enseignement général, puisque plus tard, quand il sera recensé à Buenos Aires, il sera marqué comme sachant lire et écrire, ce qui ne sera pas le cas de son épouse italienne. Alors, comme vous l'a dit Régine Perrault-Gerbet il y a 5 minutes, dans le Grand Sud-Ouest, à cette époque-là, nous sommes dans les années 1870-1875, sévissent tous les recruteurs, tous les agents d'immigration. Alors est-ce que Charles Bier répond à l'un d'entre eux, au miroir aux alouettes? On ne sait pas. Peut-être qu'il a aussi envie de fuir la contrainte militaire qui, pour lui, dans son cas précis, serait entre 1 an et 5 ans par tirage au sort, comme vous l'a dit Régine. Toujours est-il qu'on le retrouve à Buenos Aires.
On le retrouve à Buenos Aires où très rapidement il trouve du travail parce qu'il est vaché et les vachers, on a vraiment besoin d'eux à Buenos Aires. Particulièrement dans la proche périphérie de Buenos Aires, là où débute la Pampa, puisque c'est là le territoire des laitiers. C'est le territoire des laitiers et ces laitiers qui approvisionnent bien entendu Buenos Aires, c'est là que paissent les troupeaux. Et donc notre ami Charles Bier, il est embauché par un laitier. Mais son rêve évidemment c'est de se mettre à son compte un jour, bien entendu. Alors le lait à Buenos Aires c'est un peu particulier parce que autant de la colonisation espagnole, autant les Espagnols que les criolos, que les indigènes ne consommaient pas de lait, c'est vraiment quelque chose qui a été porté, amené avec l'immigration. Et comme Régine nous l'a dit, l'immigration a été très forte et il y a dans ces années 1870 une très forte consommation de lait en Argentine et particulièrement dans les grandes villes. Donc c'est ce qui justifie la présence de tous ces laitiers et c'est une exclusivité basco-béarnaise et piémontaise, c'est-à-dire italienne, autour de Turin. Alors là, on voit quelques laitiers là, qui s'apprêtent à partir livrer. Ceux-ci sont quand même organisés, ils ont des chevaux, mais tous les laitiers ne bénéficient pas du même équipement. Il y en a qui sont plus pauvres et qui partent ainsi avec leurs vaches. Ici, il y a deux têtes de bétail et ils vont faire du porte-à-porte comme ça dans Buenos Aires, proposer directement le lait tiré du pied de la vache. Alors le rendement n'est pas terrible, et ils ne font pas fortune cela, parce que vous savez, à cette époque-là, les vaches en Argentine donnent à peu près en moyenne, au mieux, 8 litres de lait par jour. Tout simplement parce que ce sont des races anglaises. J'ai rien contre les Anglais, hein, parce que en Argentine, la plupart du bétail vient d'Angleterre, parce que par contre, les races anglaises sont très bonnes pour la viande. Mais pour le lait, pas terrible. Une vache normande et hollandaise donne à peu près une quinzaine de litres de lait par jour, ce qui est nettement mieux. Mais les Anglais ont posé une sorte de veto au gouvernement argentin, les contraignant à n'importer que des races anglaises. Ce n'est que bien plus tard, quelques années plus tard, qu'arriveront des races d'Europe, en dehors de l'Angleterre, en Argentine. Donc ce monsieur-là, avec ses enfants, il fait du porte-à-porte. D'autres lecheros travaillent, ces deux, ils travaillent pour une petite laiterie parce qu'ils ont une carriole déjà. Et ils sont un peu mieux lotis. Mais la grosse majorité, donc, part à cheval. Et le harnachement du laitier ne change pas, c'est toujours une peau de mouton qui sert de selle, qui protège en même temps les flancs du cheval des chocs des bidons. Le laitier, les bidons, ils en mettent, ici il n'y en a que 2 apparemment, hein, mais ils en mettent généralement jusqu'à 8, 4 de chaque côté. Et puis le laitier, il se hisse au milieu à califourchon. Il emporte aussi avec lui un bidon plus petit où il met la crème. Au départ, c'est de la crème, et quand il arrive à Buenos Aires, c'est du beurre, puisque ça a été baratté par le trottinement ou le galop du cheval. Alors, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est une légende? Mais bon, c'est mignon. Voilà pour les laitiers. Alors notre ami Charles Bier, lui, il a pris femme, il économise comme il peut dans son métier de vacher, et avec l'aide de Maria Cecilia Guillermo, qui est une piémontaise de Turin, des environs de Turin, ils ont peut-être acheté, peut-être loué quelques arpents de terre, de pâturage, investi dans quelques bêtes, et il se lance lui aussi, à son tour, dans le métier de laitier. Alors il part. L'été, il part dès 3 heures du matin, parce que la chaleur des étés argentins est très forte, et pour ne pas que le lait tourne, il s'en va très tôt, bien avant le jour, le lever du jour. L'hiver, c'est pas mieux, parce qu'avec les pluies, la Pampa, qui est une éponge, devient un marécage, et les chemins deviennent des chemins de boue. Et même Buenos Aires, parce qu'il n'y a que vraiment le centre-ville de Buenos Aires qui est pavé. Toutes les autres rues ne sont que de la terre battue, et quand il pleut, ça devient de la boue. Tant et si bien d'ailleurs que la municipalité de Buenos Aires a fait construire des trottoirs en bois, amovibles, un peu comme à Venise au moment de la Alta, et ils sont installés le long des rues pour que les gens puissent circuler sans s'embourber.
Donc Charles Bier, il en a vite marre de faire ces allers-retours fastidieux, pénibles, pour aller livrer le lait entre la Pampa et le centre-ville. Et il se dit, il a une idée géniale, il se dit, et si j'installais une étable dans Buenos Aires? Et il apprend que du côté de Puerto Madero, qui n'est pas encore le grand port qui deviendra, puisqu'il sera construit à partir de 1900, c'est plutôt un no man's land à l'époque où on trouve, bon la photo là elle paraît très, très belle, mais c'est pas aussi beau que ça. C'est un no man's land où on trouve des baraquements, où on trouve des sortes de ghettos, où on trouve des terrains vagues, et aussi du dur un petit peu, et il y a des terrains vagues à vendre. Donc il décide d'acheter un terrain vague où il construit une étable. Et ça marche tout de suite très très bien. Parce que les gens du quartier, ils préfèrent venir acheter le lait à l'étable, ils voient d'où il vient le lait, il est tiré à la vache, que plutôt d'acheter du lait à des laitiers qui arrivent avec des bidons. Le lait, on ne sait pas le nombre de jours qu'il a, il a peut-être 2-3 jours, il a peut-être été coupé aussi avec de l'eau, et puis il est surtout porteur de germes, et à cette époque-là, c'est un gros problème. Et par rapport à la mortalité infantile qui est très très forte, à ce moment-là en Argentine. Alors ça marche du tonnerre de Dieu, mais il se heurte quand même à un petit problème. Il se rend compte que l'herbe des terrains vagues de Puerto Madero ne vaut pas, et de loin, l'herbe de la Pampa. Ces vaches, elles périclitent un peu, le lait, elles donnent un peu moins de lait. Alors il embauche quelques béarnais de sa connaissance en qui il a toute confiance, et il double son cheptel, et ainsi, à l'aide de ses employés, il fait une rotation de son troupeau. Et quand les vaches sont à l'étable dans Buenos Aires, il leur donne du foin pour compenser, puis elles repartent à la Pampa, etc. Vous avez compris. Et puis, il a une idée encore plus lumineuse que la première. Il s'inspire un petit peu du salon de thé que vous connaissez tous pour créer un salon de lait. Alors là, le salon de lait, ça peut ressembler à ceci. Ce n'est pas le salon de lait de Charles Bier, vous en doutez bien, mais ça pourrait ressembler à ça, c'est-à-dire les tables au milieu et autour, soit au niveau du sol, soit sous forme de mezzanine, des tables où on peut venir déguster du lait. Alors les gens peuvent toujours, malgré tout, venir chercher avec leur bidon, leur bouteille du lait, mais ils peuvent venir le boire. D'autant que Charles Bier, qui n'est pas si bête que ça, il a créé aussi une carte, non pas des vins, mais une carte des laits. Et sur sa carte des laits, il a inscrit le lait de la Margarita, le lait de la Julia, le lait de la Juanita, qui sont, puisqu'il a affublé toutes ces vaches du nom des femmes de sa famille. Il a 9 enfants, et je crois qu'il a 8 filles dans les 9 enfants. Et ça marche très bien, parce que c'est un lieu qui devient à la mode. Et finalement, la bourgeoisie argentine prend plaisir à venir là, soit en famille, soit entre amis, pour déguster qui du lait de la Juanita, qui une tasse de la Margarita. Et ça marche très bien, très très bien pour Charles Bier et pour son épouse. Il achète plusieurs appartements successifs et il finit par s'installer dans le quartier chic de Palerme. Palerme, c'est le nec plus ultra de Buenos Aires, c'est autour du parc du 13 février. Et là, bon, il continue à vivre, mais bon, il ne fait quand même pas fortune. Hein. Et d'autant plus qu'il est victime d'une certaine concurrence, et il se trouve dans une période, en 1880 à peu près, où le gouvernement argentin va prendre des mesures d'hygiène assez draconiennes, et qui vont faire que Charles Bier et son épouse vont devoir travailler toute leur vie pour survivre. Et ils se diront finalement, sans doute, que leur salon de lait n'aura été qu'un pis-aller. Alors en faisant mes recherches sur Charles Bier, j'ai découvert que finalement, cette idée merveilleuse que je lui attribue n'était peut-être pas de lui. Parce que dès 1877, et à ce moment-là, Charles Bier, qui est né en 1855 à 22 ans, il est encore vraisemblablement vaché autour de Buenos Aires. Dès 1877, le gouvernement argentin passe un bail, un contrat avec un certain Vicente Casares. Pour que Vicente Casares construise, toujours, le gouvernement argentin, c'est toujours dans le but de lutter contre la mortalité infantile et pour appliquer des mesures d'hygiène par rapport à la consommation du lait, bien sûr. Hein. Donc il passe un contrat avec Vicente Casares
pour que ce dernier construise une étable dans le quartier chic de Palermo. Et il construit cette étable que vous avez là à gauche. C'est une étable, hein. Ce n'est pas la grange du Béarn, hein. C'est l'étable dans le quartier chic de Palerme qu'on appellera le Kiosco Casares ou le Kioschito, et même plus tard le Tambito, ce qui veut dire la petite laiterie. Alors ce nom de Vicente Casares, peut-être que ça évoque un autre nom pour vous, celui de Bioy Casares, d'Adolfo Bioy Casares, qui est un des plus grands écrivains du XXe siècle argentin. On ne va pas faire un classement, mais dans les 5 premiers plus importants écrivains, avec son grand ami Aurelius Borges. Et Adolfo Bioy Casares est originaire d'Oloron-Sainte-Marie, puisque son grand-père était parti de la rue Chanzy. Ici, tu peux éclairer avec l'emplacement de la maison, là, à gauche du pont. Voilà, c'est ça là, c'est ça là. Voilà, il y avait une épicerie Bioy qui était là, une clouterie épicerie Bioy, et le grand-père Baptiste est parti faire fortune en Argentine et il a réussi. Il a amassé une très très grosse fortune. Et Bioy Casares. Alors voilà pour Bioy, le grand-père béarnais d'Oloron-Sainte-Marie. Et Casares, c'est le nom de l'autre grand-père, c'est le Vicente Casares qui a ouvert l'étable dans le quartier de Palermo à Buenos Aires. Voilà pour les deux grands-parents d'Adolfo Bioy Casares. Alors, si notre Bioy béarnais d'Oloron-Sainte-Marie fait fortune, le Vicente Casares d'Argentine, il fait une fortune encore plus grande, énorme, d'une des plus grandes fortunes d'Argentine, parce qu'il a eu, la lumineuse idée de créer une laiterie industrielle, qu'il appellera la Martona. Martona, ça vient de Marta, c'est le nom de sa fille, qui sera la maman donc, de Adolfo Bioy Casares, qui lui-même aura une fille qui s'appellera Marta. Voilà. Et alors, il ouvre pas moins de 54, Vicente Casares, il ouvre pas moins de 54 crèmeries, la Martona, dans Buenos Aires. En plus, bien sûr, de sa laiterie industrielle. Alors, pour vous donner une idée quand même de ce qu'était la laiterie La Martona, il faut la rapprocher en France à Danone ou en Suisse à Nestlé. C'est de cet ordre de grandeur. Et au moment où est créée la Martona en Argentine, à la fin du 19e siècle, les laiteries françaises, au point de vue hygiène, au point de vue modernité, sont très très loin derrière. En Europe, il n'y a guère que les Danois qui peuvent rivaliser avec la Martona en Argentine. Alors dans ces crèmeries, la Martona, vous pouvez voir qui sont affichés, on vend du lait, bien sûr, de la crème, du beurre, des fromages, du leche para viajeros, c'est-à-dire, ils sont très modernes, hein, c'est du lait en boîte, stérilisé. Aussi du lait maternisé pour les enfants, bien sûr. Et aussi ce jour-là, il y a hoy hay dulce de leche. Le dulce de leche, c'est une grande friandise dont raffolent les Argentins. Aujourd'hui, on pourrait comparer ça vous savez, au tube de lait concentré sucré. Enfin, c'est du lait qui est bouilli pendant des heures et des heures et des heures avec du sucre. Et ça fait on appelle ça aussi la confiture de lait. Donc, il est imité aussi, hein, Vicente Casares, hein, il n'est pas le seul à ouvrir des crèmeries. Il y a d'autres laiteries industrielles comme la Vascongada, je vous laisse imaginer d'où ils venaient, hein, les propriétaires de la Vascongada, ou la Granja Blanca, etc., qui ouvrent des crèmeries et ça sonne un petit peu le glas des laitiers ambulants. Mais pas leur fin, parce qu'au lieu de faire du porte-à-porte dans Buenos Aires, ces laitiers, ils vendent toute leur production pour les laiteries industrielles qui ont des besoins énormes et colossaux puisque le lait est développé. Alors en Béarn, bien sûr, tout finit par des chansons, mais en Argentine, tout finit par un tango. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que vous vous souvenez que Vicente Casares, il a ouvert le kiosque Casares dans le quartier chic de Palerme. Mais comme il a fait fortune, hein, il a renoncé à renouveler le bail. Et la municipalité, elle, de Buenos Aires, a renouvelé le bail à un autre personnage qui s'appelle Don Juan, Monsieur Jean. Et Monsieur Jean, il continue à vendre du lait la journée. Mais le soir, il a une autre idée. Autour d'une piste en terre battue, il ouvre un dancing, et qui s'appellera El Tambito, la petite laiterie, qui connaît tout de suite un grand succès parce que ferme à ce moment-là un des plus grands dancings de Buenos Aires, c'est le Café Ansel. Et sans doute que ça doit jouer dans le succès d'El Tambito. Et là se produisent donc les grands orchestres de l'époque et toutes les tangueros porteños viennent danser avec les milongueras dans le Tambito. Alors on peut se demander, pour conclure,
c'est notre ami Charles Biet qui habite à côté. Parce que c'est un voisin de Palerme. Il habite Caille Beruti à Palerme. On peut se demander s'il est venu danser au Tambit ou au contraire s'il est resté à ruminer avec ses vaches, la margarite, la Rouen que j'ai évoqué tout à l'heure, ou s'il est peut-être resté, qu'il a préféré passer les soirées de Buenos Aires à scruter le beau ciel de Buenos Aires, à chercher une nouvelle bonne étoile pour lui, bien sûr, dans la Voie lactée. Alors, Pierremont, c'est un émigré d'Issort. Issort, je pense que tout le monde situe à peu près. C'est dans la vallée de Barretou, c'est sur le canton d'Aramitz. C'est un peu entre Arrête et Azaspe, vers la vallée d'Aspe, à la sortie du Lourdios et du village de Lourdios, un peu plus haut. Voilà, Issort, c'est un village essentiellement agricole. Il l'a été par le passé, il l'est toujours. Il n'y a pas d'industrie, il n'y a pas de commerce. Aujourd'hui, 250 habitants. En 1900, 600 habitants, et je vous fais grâce des centimes. Et puis en 1850, plus de 900 habitants. Alors c'est pour vous dire que l'émigration dans un village comme celui-là a été massive, surtout au 19e siècle, puisque à la fin du 19e siècle, il y a beaucoup de gens, même des familles entières qui sont parties de ce village, soit en Argentine, soit en Amérique du Nord. Alors, Issort, c'est donc un pays aussi où on rencontre la famille, ou du moins, on sait que Pueyrredón, le libérateur de l'Argentine, Juan Martín, eh bien, son père, il était d'Issort. Il est parti en Espagne au XVIIIe siècle, vers la moitié du XVIIIe siècle. Il a réussi dans les affaires, puisqu'on le retrouve commerçant à Buenos Aires, et que son fils, eh bien, c'est celui qui fait partie de l'équipe qui a mis les Espagnols, si vous voulez, dehors, et qui a pris en règne la République d'Argentine. Et je citerai un autre personnage d'Issort, c'est notre ami de certains, Jean-Jacques Cazoran, qui était membre de l'Académie du Béarn, qui a travaillé beaucoup sur le Béarn et en particulier sur l'ethnographie de ce monde agricole et rural qui disparaît ou qui a disparu aussi, puisqu'il a surtout parlé d'avant la mécanisation. Eh bien, Jean-Jacques Cazoran, il était fils d'un émigré, et ça, beaucoup de monde l'ignore. Eh bien, son père était parti en Argentine, il est revenu se marier. Et la guerre de 14 s'est déclarée, il est parti faire la guerre et lors d'une permission il a conçu son fils Jean-Jacques, mais lui il s'est fait tuer à Verdun en 1916. Voilà l'histoire du père à Jean-Jacques Cazoran, mais ça pourrait être l'histoire de beaucoup d'autres gens de cette commune et de cette vallée de Barretous, puisque c'est une vallée qui a fourni jusqu'après la guerre, et aujourd'hui encore on a des émigrés qui sont peu en Argentine maintenant, c'est plutôt les descendants, mais on a encore des émigrés qui sont partis aux États-Unis et qu'on peut retrouver soit là-bas, soit revenus au pays. Alors maintenant, Pierremont, il est d'une famille de 3 enfants, il est né en 1872 et il va mourir en 1919, c'est-à-dire à 47 ans, donc c'est une courte vie. Et il est le second d'une fratrie de 3. Sa sœur aînée, Marie, se marie avec un agriculteur. Et son frère François, qui est né en 1873, va rester sur l'exploitation. Alors l'exploitation, en 1870, ils étaient métayers d'agriculteurs un peu plus importants. Et ils l'ont été jusqu'en 1887, où ils ont acheté une exploitation, toujours à Issort, à des gens qui étaient partis en Amérique. Et on retrouve l'un des propriétaires, il est à Los Angeles en 1898, et on le retrouve à Montevideo l'année d'après. Alors, on se demande comment les gens circulaient autant, mais c'est quand même la preuve qu'il y avait des gens qui devaient les attirer, des gens qui devaient s'occuper de les faire voyager, parce que ils n'avaient quand même pas beaucoup d'instructions, et malgré cela, ils partaient et ils réussissaient, pour certains au moins, ont réussi leur vie.
Alors, Pierremont, donc les parents étaient petits métayers et Pierremont passe sa jeunesse à Issort jusqu'en 1900 et il fait son service militaire au 18e RI. Il travaille dans les forêts et on raconte une histoire familiale que un jour, faisant tomber un arbre, au dernier moment, ils échangent de côté. Et celui qui est passé de l'autre côté, eh bien, il est resté sous l'arbre. L'arbre est tombé, il a été tué. Voilà une histoire qu'on racontait dans la famille. Et vers 1900, donc, Pierremont fréquente sa cousine Germaine. Et ça, dans la parenté, paraît-il, on ne voulait pas de ça. Il faut savoir que déjà les deux tantes de Pierremont, deux sœurs à sa mère, s'étaient mariées avec deux cousins des Casabones d'Issort. Et donc, on ne voulait pas qu'il se marie avec sa cousine. Donc, il est parti aux États-Unis. On le retrouve arrivant au 1er juin 1900 à Norfolk. Et très vite après, on le retrouve parce qu'on a la chance d'avoir conservé toutes les lettres, ou une grande partie des lettres qu'il a écrites, 33 lettres et presque autant de photographies. En 19 ans d'émigration aux États-Unis, c'est quand même assez conséquent. Et on sait que le 1er juin, donc, il débarque à Norfolk. On sait que 5 jours plus tard, il est rendu à San Francisco. Et à San Francisco, il reçoit un accueil de la diaspora d'Issort, c'est-à-dire les gens qui avaient réussi là-bas, qui l'ont accueilli pendant 8 jours. Et il écrit à ses parents, nous sommes ici comme nous sommes nourris comme les messieurs en France. C'est-à-dire qu'on a dû lui faire un très bon accueil. Mais 8 jours plus tard, il faut se mettre au travail et il travaille dans une blanchisserie. Donc il est ouvrier et il écrit à ses parents qu'il a la santé, que le travail lui plaît, enfin on sent qu'il y va, qu'il veut gagner sa croûte et qu'il veut réussir. Et arrive 1902, en 1902, sa fameuse cousine, eh bien, elle débarque aux États-Unis et ils se marient presque aussitôt après le débarquement. Donc je suppose qu'ils devaient se fréquenter, soit par lettre, soit par, je ne sais, mais en tout cas, ils se sont mariés de suite. Et sa cousine est arrivée par le Havre. Donc, vous voyez qu'on ne partait pas tous de Bordeaux, on arrivait aussi depuis le nord de la France. Et elle arrive donc en 1902, ils se marient. Et en 1904, ils ont une fille, Ursule Marie-Louise. Je vais aller assez vite parce que bon, dans ses lettres, il parle beaucoup du pays, il demande beaucoup de nouvelles. Et il demande qu'on lui envoie des petits produits de la ferme, du miel, du fromage, du saucisson. Et ça, la famille l'envoie. Et en contrepartie, il envoie un peu d'argent. Il envoie 50 francs, 70 francs. Il dit que c'est pour aller boire un coup, pour des gourmandises, pour sa mère, pour son frère. Et arrive 1906, je vais un peu plus vite, 1906, c'est l'incendie de San Francisco. Alors, l'incendie, c'est d'abord un tremblement de terre, mais il n'en parle pas dans sa lettre. Ce qui l'a marqué, c'est l'incendie de cette ville. Et dans cet incendie, il voit par exemple des immeubles entiers dynamités par l'armée qui dynamite carrément des rangées d'immeubles. Et alors lui, il dit, ils aplatissent tout cela, et quand le feu arrive dans l'aplatissage, il meurt comme ça. Et c'est comme ça qu'on a pu arriver à dompter le feu. Bon, c'est les images qu'il utilise. Il se plaint que, bien sûr, ça va être très dur de repartir, que la ville est dévastée, on le sait par la suite, à 80%. Hein. Il y a eu 3000 morts, il y a beaucoup d'immeubles qui ont été touchés soit par le tremblement de terre, soit par l'incendie. Mais 2 mois après, il dit la vie reprend, enfin on sent que c'est reparti. Je pense que les permis de construire ne devaient pas mettre beaucoup de temps à être régularisés, qu'il y avait une soif de vivre
et d'aller de l'avant qui ont fait que cette ville s'est reconstruite très vite. Et entre-temps, il s'est installé avec sa femme dans une blanchisserie, donc il est à son compte. Il demande à la famille de lui envoyer des ouvriers, des jeunes, et il dit ici il y a du travail, vous êtes en train de vivre misérablement, ici on peut réussir, il n'y a que le travail qui compte, envoyez-moi tous les jeunes qui peuvent venir. Et il commence déjà par la famille de sa femme qui était d'une famille de 11 enfants, eh bien il y en a 6, donc sa femme, qui sont arrivés aux États-Unis dans les années 1900-1910. Donc il les a fait venir, il a travaillé avec une partie de ses beaux-frères ou belles-sœurs, et ils se sont tous mariés là-bas, et donc c'était un signe de réussite pour la famille. Arrive la guerre. Entre-temps, il a envoyé un peu d'argent, comme je vous ai dit, et il a surtout envoyé de l'argent pour acheter une faucheuse à traction animale. Jusque-là, on travaillait en fauchant avec la faux. Et là, en 1907, il envoie 350 francs, c'était sans doute assez important, pour acheter une faucheuse à traction animale. Et il réclame tout le temps des produits de la ferme, on lui envoie même un jambon. Et ces produits, ils transitent avec l'arrivée des nouveaux migrants qui arrivent là-bas. Ils amènent le saucisson, le jambon. Et il dit que sa fille, Ursule Marie-Louise, qui est née en 1904, eh bien, elle adore ça. Et bien sûr qu'eux aussi, il dit aussi dans ses lettres, je n'ai besoin de rien, mais vous savez, les produits du pays que vous envoyez, ça nous fait tellement plaisir. Arrive la guerre de 14, il demande qui sont les gens qui sont partis du pays, il cherche à savoir. Et pour ma part aussi, j'ai voulu savoir s'il était insoumis ou comment il s'était comporté dans cette période-là. Eh bien, effectivement, en 1915, il a été déclaré insoumis, mais en 1913, il était déjà naturalisé américain. Donc en 1917, il est ressorti de l'insoumission et donc il était déjà passé de l'autre côté de la barrière, si on peut dire. Autant dans les premières années, il pensait revenir au pays, revendre la maison, la blanchisserie et revenir au pays. Autant au bout de 7-8 ans, eh bien, c'était terminé. Il faisait sa vie là-bas et on sentait qu'il n'avait plus d'aspiration à revenir au pays. Arrive 1916, il a un fils, un jeune garçon, donc ça le comble de joie, il envoie de l'argent pour qu'à la maison on fasse la fête. 1918, c'est l'influenza espagnole, c'est-à-dire la grippe espagnole. Et là, c'est un coup très dur. Il dit que tout le monde est malade. En septembre 1918, il dit que tout le monde est malade et sa femme écrit en 1919 en disant que effectivement ils ont passé 15 jours à l'hôpital, qu'il remonte très doucement la pente, mais que lui, Pierre, est le plus affaibli, qui tousse comme un poitrinaire, qu'il aura des difficultés peut-être à se relever, qu'il est à la campagne pour prendre l'air. Effectivement, en fin d'année 1919, il décède. Donc, c'était la fin de la vie de Pierremont. Et dans la famille, on a gardé je pourrais dire presque un postulat, c'est que tout le monde était mort de la grippe espagnole cette année-là. Eh bien, le temps passe. Dans les années 1995, faisant partie d'une association qui s'appelait l'Association Mémoire Collective du Béarn, je rencontre Ariane Bruneton qui recherchait des documents pour parler des émigrés. Je lui confie toutes les lettres que j'avais et puis le temps passe. Je rentre à l'association de la mémoire de l'immigration et puis pour ma part, Pierremont était mort avec toute sa famille en 1919. C'était réglé. On allait penser aux autres, à tous ceux qui ont émigré, mais pas... Et puis... En 2018, au Salon du Livre d'Oloron, alors que j'assurais la permanence avec Jean Mazounave, qui est ici, eh bien, le public ne se pressent pas trop devant notre stand.
Jean me dit, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, je lui dis, tu tapes sur l'ordinateur, tu tapes Pierre Mon, on verra bien. Et puis, c'est là qu'il découvre que sur Généanet, eh bien, il y avait une succession après lui, que Pierre Mon avait eu donc une fille qui s'était mariée, qui avait des enfants, qui avait des petits-enfants, qui avait des arrière-petits-enfants. Alors, il passe un message à Joséphine Giglieri, qui est la descendante qui s'intéresse beaucoup à la généalogie de la famille. Et cette femme lui répond qu'elle ne croyait pas avoir de parents en France, que même elle ignorait qu'il y ait des parents de la famille de Pierre Mon et de sa femme là-bas aux États-Unis, alors qu'ils étaient 6 enfants Casabonne qui avaient émigré en Californie. Donc c'était la découverte pour elle. Et Jean Mazounave, à ce moment-là, eh bien, il me passe le flambeau. Je le remercie parce que c'est grâce à lui que tout cela s'est produit. Et il me passe le flambeau parce qu'il me dit maintenant, elle me pose des questions, c'est à toi de répondre. C'est vrai, elle voulait tout savoir. Elle voulait savoir comment la photo que vous avez vue tout à l'heure du couple Mon avait pu paraître sur Internet. Comment on possédait cela, comment il y avait eu une lettre manuscrite qui avait paru sur Internet. Enfin, elle voulait tout savoir. Et c'est à partir de là qu'on est en relation. Aujourd'hui, on a plus de 20 messages passés entre nous. C'est rare le mois où on ne s'écrit pas. Pour ma part, je lui transmets toutes les lettres que j'ai à ma possession, que ma fille traduit, parce que l'anglais n'étant pas la matière, que j'aurais pu étudier dans l'école communale, elle n'était pas au programme. Et donc, c'est ma fille qui domine un peu l'anglais, qui me fait les traductions de mes brouillons et puis qui envoie le courrier. Voilà. Et c'est comme cela que 100 ans après, pratiquement, eh bien, on est en train de renouer avec toute la famille. Et ce qui est formidable, c'est qu'au bout, la personne qui s'intéresse énormément à cette généalogie, ce n'est pas la descendante directe, c'est la femme de l'arrière-petit-fils de Pierre Mon. De l'arrière, pas le petit-fils, l'arrière-petit-fils. C'est sa femme, Josette Giglieri, qui est en train de vouloir tout savoir. Elle est même venue à Issor avec sa famille il y a quelques années. Elle n'a rien découvert parce que c'est sûr qu'à Issor aussi, les gens qui se promènent dans la rue, il y en a peu, mais ceux qui se promènent dans la rue, ils dominent pas trop la langue de Shakespeare. Donc, elle a vu le monument aux morts, elle a vu des Casabonnes sur le monument aux morts, elle a vu une pierre tombale au cimetière avec un nom Casabonne, mais ça lui disait rien. Et c'est depuis, avec Généanet en particulier, qu'elle a découvert cette famille, et puis avec ce que j'ai pu lui apporter modestement. Voilà, je vous remercie de votre attention. E tic-tac, che l'oro reparti. E tic-tac, che la cruz dos camis, que t'embasse d'un cadiu que et vam seguir en cau portar. Lo hat que segueix l'obriu a tau que hi ha tau. Quan la mai vet partir lo darrer dos socis, qui se'n va com l'auset no sap quin país, que tristesa